Merci Thomas pour ton exposé qui est parfait pour introduire le mien. Donc moi je suis chargé de recherche au CNRS et je travaille sur le complexe médiateur donc, qui nous intéresse aujourd'hui puisque Maître Trézel dont on parle depuis tout à l'heure est une des briques d'un gros complexe. Et je vais essayer de vous expliquer, moi je vais partir plutôt côté protéines plutôt que côté mutation et ADN. En faisant une analogie assez simple, j'espère, la plupart des protéines qui sont dans nos cellules fonctionnent en complexe, elles ne fonctionnent pas toutes seules. Et l'analogie avec les briques d'un Lego, c'est le cas donc, pour le complexe médiateur. Là, vous avez le cas sur la première diapositive, 3 protéines différentes, 3 briques de couleurs différentes et qui s'assemblent dans un complexe. Et c'est ça que moi j'essaie de comprendre et, sur le complexe médiateur, et c'est ce que je vais essayer de vous raconter aujourd'hui de la manière la plus simple possible. Donc juste, voilà, moi, mon laboratoire il se situe à Lille, côté université de Lille, et notre expertise c'est ce qu'on appelle la biologie structurale, c'est-à-dire qu'on étudie la structure des protéines, donc la forme qu'elles prennent en 3 dimensions, et à partir de là, on essaie de comprendre comment elles fonctionnent, et évidemment, en travaillant maintenant avec les médecins, de comprendre les mutations ponctuelles dont on vous a parlé. Grâce à la structure en 3 dimensions des protéines, ça peut aider à comprendre une perte de fonction. Pardon. Donc Thomas vous l'a dit, hein, c'est juste un petit rappel. Donc dans notre génome, voilà, ça code pour environ 20 000 gènes, donc avec tous les chromosomes. Et il y a 2 grandes étapes dans la cellule. Par rapport au matériel génétique donc, qui est dans l'ADN. Donc il est d'abord transformé en ce qu'on appelle l'ARN messager. Je pense que beaucoup de gens ont entendu parler de l'ARN messager. Donc c'est une étape qu'on appelle donc, la transcription. Donc votre patrimoine génétique, vos gènes s'expriment et il y a une matrice qui s'appelle l'ARN messager. Et cette matrice sert de matrice pour synthétiser les protéines, donc ce qu'on appelle la traduction. Donc 20 000 gènes, 20 000 protéines, avec ces 2 grandes étapes que sont donc la transcription et la traduction. Et la magie du développement et de 3 milliards d'années d'évolution, c'est que toutes les cellules du corps humain contiennent le même patrimoine génétique et les 20 000 gènes, mais chaque type cellulaire va se différencier au cours du développement et ne va exprimer qu'un catalogue de gènes. Donc vous avez voilà, le type cellulaire comme les neurones, les 20 000 gènes ne s'expriment pas, il n'y a que des gènes particuliers pour donner un neurone, pour donner une cellule musculaire, mais toutes les cellules ont le même patrimoine mais n'expriment pas l'ensemble des gènes. Donc Thomas vous l'a dit aussi, je vais refaire la même analogie. Donc notre génome, c'est 3 milliards de lettres, hein, avec un alphabet à 4 lettres, hein, ACGT seulement. Et si vous allez en Angleterre au Wellcome Trust à Londres, quand il y a eu ce grand projet du séquençage du génome humain, là, ils l'ont imprimé, pas sur des livres de poche, hein, c'est des volumes qui font entre 2000 et 3000 pages, et vous pouvez le consulter sur place et feuilleter, et donc numéroter avec les chromosomes. Donc, comme a dit Thomas, le chromosome 1 est le plus grand, et puis le plus petit, c'est le 22 là-haut, et puis après les 2 chromosomes X et Y. Et donc, les 20 000 gènes, code de l'information pour les protéines, et les protéines, l'alphabet c'est 20 lettres, ce qu'on appelle les acides aminés, donc, et avec un code qu'on peut réduire à une lettre. Donc il y a un code couleur là, que je vous ai mis pour que ça simplifie, donc le A pour l'alanine, le V pour la valine, et il y a donc 20 acides aminés qui forment les protéines de tout notre organisme. Et donc vous pouvez imaginer un collier de perles avec 20 perles de différentes couleurs, et il y a des protéines qui vont faire 100 acides aminés dans l'organisme, et il y a des protéines qui vont faire 2000, 3000, 4000 acides aminés, donc il y a une grande diversité. Et moi, ce que j'étudie, donc, c'est comment ces protéines se replient dans l'espace. Donc, il y a d'abord une étape qu'on appelle la structure secondaire, donc, que vous voyez là. Donc, il y a 2 grandes structures secondaires qui sont une hélice alpha. Voilà, donc, il y a des acides aminés qui vont se former, qui vont former une hélice, ou des brins bêta. Et après, elles vont se replier en 3 dimensions.
Donc juste pour vous illustrer, là, donc, quand on travaille sur les protéines, il y a une base de données qui est essentielle pour nous, qui s'appelle la PDB, donc c'est la Protein Data Bank, qui étudie et qui répertorie toutes les structures expérimentales, donc en 3 dimensions, de toutes les protéines dont on connaît la forme aujourd'hui. Donc c'est 50 ans de travaux par des centaines de laboratoires dans le monde. Et donc là, c'est juste pour vous illustrer encore une fois la grande diversité des protéines. Donc si vous regardez la diapositive, si vous allez de la gauche, on est à l'extérieur de la cellule, puis il y a la membrane cellulaire et on rentre à l'intérieur de la cellule et après vers le noyau. Donc vous avez c'est la diversité de formes et de fonctions. Donc l'insuline, je pense que dont tout le monde a entendu parler, par exemple, est une protéine. L'hémoglobine, évidemment, donc que vous connaissez tous, qui transporte l'oxygène dans le sang, est une protéine. Et aussi, donc pour faire de l'ARN messager, il faut des protéines. Et donc cette machinerie, c'est ce qu'on montre à droite, s'appelle le complexe ARN polymérase 2, et qui permet de faire de l'ADN en ARN messager. Donc, pour être assez simple, donc, il faut toute une machinerie donc, pour exprimer vos gènes et faire de l'ADN en ARN messager, ce qu'on appelle donc le complexe de préinitiation de la transcription, ou PIC en anglais. Donc il faut 8 complexes différents qui s'associent et qui travaillent de concert, ce qui représente 76 protéines. Alors moi, quand j'ai été étudiant... je représentais comme ça le complexe avec donc la polymérase qui est l'enzyme qui fait la synthèse de l'ADN en ARN messager, tous ses partenaires qu'on appelle TF2A, TF2B, et puis le médiateur. Donc on représentait comme ça des petites boules qui s'assemblent. Et maintenant, grâce à la structure, donc je vais un petit peu plus vous parler aujourd'hui avec l'explosion des technologies et 30 ou 40 ans de travaux par des dizaines de laboratoires. On sait exactement dans l'espace comment s'associent toutes ces protéines et la forme qu'elles ont. Et ça, c'est très important pour essayer de comprendre la fonction. Et donc le complexe médiateur, dont fait partie Maître Trézel, est essentiel pour ce complexe. Et donc c'est aussi pour ça que c'est compliqué de bien comprendre par rapport aux mutations dont on parle aujourd'hui, quels peuvent être le phénotype, parce que comme c'est une machinerie essentielle pour exprimer tous vos gènes, la moindre défaut dans l'une de ces 76 protéines peut bloquer ou poser des problèmes pour l'expression des gènes de toutes les cellules. Donc le médiateur, donc c'est 26 briques, entre 26 et 30 selon les cas. Donc on sait que ça s'associe ce qu'on appelle en module. Donc là il y a un code couleur, donc il y a un module qu'on appelle head en anglais, donc le module de tête, qui fait 7 briques, 7 sous-unités, le module du milieu, le module de queue et le module kinase, donc avec mètre 12, mètre 13 ou mètre 12L, mètre 13L. Et CDK8 et cycline C. C'est conservé chez tous les organismes, sauf les bactéries, donc c'est conservé chez tous les eucaryotes. Donc c'est conservé par exemple chez la levure, c'est conservé chez les plantes, évidemment chez l'homme, mais aussi chez la mouche, donc la drosophile. Et selon les cas, selon les espèces, on retrouve un ensemble de sous-unités qui est complètement conservé. Et après, certaines espèces ont des sous-unités spécifiques qui vont avec la diversité et la complexité de l'organisme. Donc par exemple, chez l'homme, il y a beaucoup de sous-unités dans la queue, donc qu'on appelle jusqu'à mètre 23, 25, 28 et 30 par exemple, qui ne sont pas conservées ici avec les barres. Chez la levure par exemple, donc l'homme a des sous-unités supplémentaires par rapport à la levure. Et les plantes qui ne font jamais la même chose que les autres ont même des sous-unités supplémentaires qui sont uniques aux plantes. Donc par exemple, 34, 35, 36 et 37 sont particulières aux plantes et ne sont retrouvées que chez cet organisme. Et donc moi, l'équipe dans laquelle je travaille étudie la structure des protéines et des sous-unités du complexe médiateur. Et donc on a participé sur les 15 dernières années, parce qu'au départ c'était un travail pour tous les laboratoires du monde, d'essayer de comprendre comment s'assemblaient exactement ces 26 briques,
On avait des petits morceaux de puzzle, petit bout par petit bout, la structure d'une protéine, la structure d'un domaine, avant de pouvoir faire l'assemblage. Et donc nous, on a contribué à un domaine d'une société qui s'appelle Med25, Med23 et tout ça. Et donc je collabore avec Thomas et Jamal sur Med13L. Et donc il faut des outils très très chers, et surtout depuis 10 ans maintenant, il y a eu une énorme évolution pour étudier la structure des protéines et une explosion de la technologie, dont une technologie qui a une dizaine d'années maintenant, qui a tout changé pour nous, qui s'appelle donc la cryomicroscopie électronique. C'est un microscope donc qui est cryogénique, c'est-à-dire qu'on travaille à moins 180 degrés dans l'azote liquide. Et donc là, la photo, ça représente le microscope, ça fait à peu près 2,50 m de haut, ça vaut plusieurs millions d'euros. Donc en France, il y en a de dernière génération, on en a 6 maintenant. Il faut imaginer ça comme un appareil photo, quoi, pour simplifier, et qui, au fur et à mesure des années, s'est amélioré. Et si vous prenez les photos de votre complexe, donc au départ, vous étiez très très loin et vous ne voyez pas les détails quand vous travaillez sur les protéines. Et aujourd'hui, on peut zoomer et on peut avoir le détail. Donc là, voilà, la première photo, la maison, vous l'imaginez très au loin, vous ne savez pas que c'est une maison. Maintenant, grâce à l'explosion de la technologie, on voit la maison, on voit les détails de la maison, on peut voir le toit, on peut voir la fenêtre, la porte, la cheminée. Et pour les protéines, c'est comme ça que ça fonctionne. Donc le complexe médiateur, voilà, ça fait à peu près 25 ans, 30 ans que les gens travaillent dessus dans le monde, hein, plusieurs laboratoires dans le monde. Ça a commencé à la fin des années 90. Et donc ça, c'est la première image en 2 dimensions du médiateur entier que les gens ont obtenu à l'époque. Bon, donc vous voyez, voilà, c'est un peu trouble, on voit une forme, mais ça ne donne pas beaucoup d'informations. Et en 25 ans, on est passé de cette forme-là à cette forme-là, où là, évidemment, là, bon, je zoome pas, mais on sait exactement où sont les sous-unités. On a le détail atomique de chaque sous-unité, c'est-à-dire qu'on voit tous les acides aminés, on voit tous les atomes. Et récemment, donc l'année dernière, on n'avait pas encore une idée de la forme et de la structure du complexe médiateur avec ce fameux module kinase qui comporte MED12, MED13, et on sait exactement où ça s'associe et comment ça s'associe avec les autres sous-unités seulement depuis l'année dernière. Donc pour continuer à l'analogie, donc voilà, le complexe médiateur est un complexe avec 26 briques qui doit s'assembler pour établir ses fonctions. Et donc comme un vélo, vous imaginez ça comme un vélo, vous avez des dizaines de pièces. Il faut le kit il faut le mode d'emploi pour monter le vélo, parce que votre vélo va fonctionner uniquement si vous mettez une roue à l'avant, une roue à l'arrière, le pédalier au milieu et la selle. Et si vous le montez dans l'autre sens, vous n'allez pas pouvoir utiliser votre vélo. Et pour les complexes protéines, c'est aussi comme ça, c'est-à-dire que comme il y a plusieurs briques, il faut exactement comprendre, et grâce à la biologie structurale, comment s'assemblent toutes ces briques et dans le bon sens, qui après permet de comprendre dans les cas de maladie pourquoi il peut y avoir des défauts dans cet assemblage, parce que vous pouvez imaginer tous les cas de figure, j'en parlerai après. Donc là, voilà, vous avez une brique en verre qui s'appelle, c'est une des sous-unités, c'est MED14, qui est une des plus grandes sous-unités du complexe et qui est le pilier du complexe. Elle est très très longue, elle fait presque tout le complexe, et toutes les autres briques du complexe vont comme ça s'accrocher sur MED14. Et donc vous avez un bout là qui va s'accrocher en haut, une des sous-unités en jaune, donc le sous-élaqueux qui va s'associer. Là, c'est tout le complexe du milieu, donc qui fait selon les orientations, mais là j'ai choisi cette orientation qui comme une forme de F, hein, c'est le bazar, mais on retrouve un F. Et donc tout au-dessus, là, qui est juste comme ça associé par un tout petit bout. Donc c'est le module kinase avec MED12, MED13. Mais on peut faire associer à MED13L, parce que si on connaît la structure de MED13, on peut comprendre comment fonctionne MED13L. Et donc voilà, donc
26 briques, puzzle qui s'assemblent dans un ordre particulier. Donc on peut imaginer que dans les cas des mutations faux sens dont a parlé Thomas, où là on change un acide aminé par un autre, ou évidemment si on coupe la protéine, si on a un stop et qu'elle est beaucoup plus courte, tous les cas de figure qui pourraient expliquer un défaut de fonction de ce complexe. Donc des mutations qui vont casser la brique ou qui vont la déstabiliser, des mutations qui peuvent changer la forme de la brique, et donc si la brique a plus la même forme, elle va plus pouvoir interagir avec la brique d'à côté si vous changez sa forme. Donc des mutations qui vont modifier l'interaction entre deux briques, et ainsi de suite. Des mutations qui peuvent modifier la localisation de la brique dans une cellule. Il y a tous les cas de figure possibles. Et évidemment, nous, on essaye de comprendre quels peuvent être les effets sur les fonctions donc de la protéine, de ces mutations. Et évidemment, quand c'est en plus un assemblage de plusieurs protéines pour faire un complexe, c'est encore plus compliqué. Donc c'est juste pour vous illustrer, hein, je ne vais pas vous compliquer le speech. Donc nous on a fait beaucoup de travaux sur une des sous-unités du médiateur, la brique qu'on appelle MET23. On a réussi à résoudre sa structure complète en 2018. Vous retrouvez les hélices dont je vous ai parlé. C'est une structure très compliquée parce que donc le MET23 fait 1368 acides aminés. Il y a 71 hélices alpha dans MET23. Ça a une forme de triangle, et si vous regardez, donc là, la première image, vous voyez MET23 de face, et si vous la mettez sur la tranche comme ça forme une arche, donc parce que la protéine est courbée, et donc vous avez une arche avec une face concave et une face convexe. Et on peut comme ça zoomer et s'amuser. Et ça, c'est très important pour tous les scientifiques de vraiment comprendre la forme de la protéine, comment elle s'organise. Et j'ai un code couleur là parce qu'on peut la couper en plusieurs sous-domaines et comprendre exactement comment elle s'organise. Donc la protéine, elle commence sur le domaine orange comme ça, qui est un peu à l'extérieur, et après elle redescend comme ça sur le domaine mauve, puis le jaune. Elle arrive tout en bas sur le domaine en turquoise, puis elle remonte sur le domaine rouge, et après il y a le domaine vert et le domaine bleu qui se replie sur lui-même. Donc la protéine, en fait, elle a deux faces. Comme toutes les protéines, elles ont deux faces, mais la protéine descend comme ça, et toute la deuxième partie se replie sur elle-même. Et donc, pour nous, c'est important parce que pour MET23, comme pour MET13L, il y a des mutations faux sens qui sont associées à des pathologies et à des retards et des déficiences intellectuelles. Et grâce à la structure, on peut repositionner les mutants associés aux pathologies. Donc, je vous en ai listé quelques-unes. Donc là, par exemple, il y a l'arginine 224. On sait exactement où c'est positionné dans l'espace. Et on peut faire des hypothèses de travail. Ça peut nous aider pour essayer de comprendre pourquoi cette mutation pourrait éventuellement affecter la fonction de MET23. Et on travaille toujours dessus. Et dans ce cas-là, là, je vous ai remis, donc là, c'est la structure du médiateur entier, et donc vous repositionnez MET23 tout en bas, donc vous voyez ce gros morceau qui sort un peu du médiateur qui est plutôt plat en 3 dimensions, donc c'est MET23 qui est positionné là. Et la zone d'interaction de MET23 pour être intégrée dans le reste du médiateur, c'est la zone la plus importante, c'est le domaine orange. Donc on peut faire l'hypothèse, on n'a pas encore la réponse aujourd'hui, mais que cette mutation-là, arginine 224 en glycine, pourrait affecter la forme de ce domaine orange, et du coup empêcher le MET23 d'être intégré à l'intérieur du complexe, et donc pourrait expliquer une perte de fonction. Et donc pour MET13L, voilà, maintenant, enfin MET13 en tout cas, mais MET13L, on aura bientôt l'information. Donc on sait où ça se positionne dans le complexe, donc c'est tout en haut, ça flotte comme ça. On sait comment ça s'organise par rapport à ces 3 autres partenaires que sont MET12, CDK8 et cycline C. Et c'est encore un peu plus complexe
pour MET 13, parce que Thomas n'en a pas parlé, mais donc, là, je vous ai parlé des structures de protéines donc, qui sont vraiment bien repliées, donc, en hélice et tout ça. Mais dans les protéines, maintenant, on a des zones qui s'appellent des zones non structurées, donc IDR en anglais pour Intracyclic Disordered Region, qui font partie de la protéine, qui sont importantes pour sa fonction, mais qui n'ont pas de structure en 3 dimensions bien définie. C'est imaginé comme un spaghetti. Et MET13 et MET13L ont une zone centrale, donc très très longue, hein, de 700 acides aminés sur les 2700, qui n'a pas de structure. Et ça, on ne le voit pas avec les technologies qu'on utilise, donc la microscopie électronique. Donc là, on connaît maintenant l'organisation de MET13, MET12 avec CDK8 et cycline C, mais cette zone centrale de 700 acides aminés, on ne la voit pas parce qu'elle n'est pas structurée. Et donc c'est ce que je vous ai représenté en fait à gauche, c'est ce long très pointillé. Mais on sait aujourd'hui que cette zone-là de MET13 et MET13L est très très importante puisque le point d'attache du module, il est là, mais en fait, toute cette zone, qui est très flexible comme un spaghetti, va aussi faire plein de points de contact avec le reste du médiateur, et que donc cette zone non structurée est essentielle pour que MET13 et MET13L soient incorporés avec le médiateur. Donc évidemment, si cette zone disparaît, ou s'il y a des mutations dans cette zone-là, même si elle n'a pas de structure, on peut imaginer que des mutations ou des délétions de cette région-là fera que MET13L et l'ensemble du complexe CKM ne puissent plus s'associer avec le reste du complexe et donc perdre des fonctions essentielles. Mais c'est une architecture très très compliquée, hein, pour surtout MET12 et MET13 parce que c'est des très très grosses protéines, 3000 acides aminés, c'est pas facile à travailler, c'est très compliqué. CDK8 et cycline C, ça fait 200 acides aminés, et c'est bon. Voilà. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, pour MET23, c'est aussi le cas donc, pour MET13 et MET13L. Donc, on a une partie de la structure, grâce aussi maintenant à l'intelligence artificielle. Donc, peut-être vous avez entendu parler avec ce qu'on appelle AlphaFold. On peut faire des prédictions de structures qui sont très très convaincantes. Et donc si vous regardez cette diapo-là, donc à gauche je vous ai remis l'orientation différente de la structure connue de MET12, MET13, cycline C, CDK8. Et à droite je vous ai mis la prédiction de structure par intelligence artificielle de MET12L, MET13L et CDK8 et cycline C, avec toutes ces zones non structurées dont je vous ai parlé, donc c'est cette espèce de spaghetti là que vous voyez, donc qui évidemment la position là dans l'espace ne veut rien dire, et on peut repositionner de nouveau les mutations faux sens qui sont répertoriées pour MET13L, et vous voyez que celles sur lesquelles Thomas et Jamal travaillent donc sont dans la zone non structurée, donc c'est plus difficile de faire des hypothèses sur quels peuvent avoir l'effet de ces mutants sur la fonction de MET13L. Mais il y en a une en particulier dont Thomas a déjà parlé, donc ce que nous, en acide aminé, on appelle donc la glycine 1899 en arginine, qu'on peut repositionner sur la structure ou sur la prédiction de structure, et qui est dans un domaine structuré très important de la protéine, comme l'a évoqué Thomas. Et donc, c'est ce qui est indiqué ici, c'est dans un petit feuillet bêta, comme je vous ai parlé au début, une hélice et un feuillet bêta, qui est dans une zone très très structurée de la protéine, et en plus un changement glycine en arginine, on change les propriétés de l'acide aminé. Et donc avec Thomas et Jamal, on a pu montrer, en tout cas en études préliminaires pour essayer de comprendre l'effet de certaines mutations de MET13L sur la fonction, donc c'est ce qui est représenté à droite. On a des outils au laboratoire où on peut détecter l'interaction de MET13L avec ses partenaires. Donc c'est la première colonne en rouge. Donc on peut attraper MET13L, on l'utilise comme appât et on regarde si on récupère ses partenaires qui sont donc CDK8, cycline C et MET12. Et donc le cadre rouge, c'est MET13L sauvage.
donc la protéine non mutée, où vous retrouvez bien ces 3 partenaires qu'on détecte, et la mutation G1899 en arginine, vous voyez qu'il n'y a rien dans le puits en bleu, ce qui veut dire que cette mutation a un effet très très important probablement sur la structure de MED13L, et qu'elle perd sa capacité à être incorporée avec MED12, cycline C et CDK8, et qui a une perte de fonction. Donc évidemment, c'est que le début de l'histoire, mais au moins là, on a un effet moléculaire associé à l'une des mutations. On sait que cette mutation-là ne permet plus à MED13L d'être incorporée dans le module kinase, et donc d'être incorporée dans le complexe médiateur, et tout le travail, évidemment, reste à faire. Voilà. Donc j'espère que j'étais assez clair. Donc juste en conclusion, les messages que je voudrais vous faire passer, donc c'est que la plupart des protéines dans notre organisme fonctionnent en complexe, et c'est le cas du complexe médiateur et de l'ARN polymérase qui fait de l'ARN messager, et que donc sur les 10 dernières années, avec l'explosion des technologies de biologie structurale, c'est vraiment essentiel de comprendre comment s'organisent les protéines, comment s'organisent les complexes, et comment s'imbriquent les puzzles pour essayer de comprendre comment ça fonctionne dans son état normal, pour après transposer dans les cas de maladies associées et les mutations associées à des pathologies. Et avec l'explosion aussi de l'intelligence artificielle, ça permet de faire des hypothèses de travail, ça permet un gain de temps. Et le dernier message que je voudrais passer, c'est que c'est très important, moi en tant que chercheur CNRS en recherche fondamentale, depuis 2-3 ans, ça se passe vraiment bien, et il y a une vraie synergie avec les médecins, et donc avec Jamal et Thomas. Et je pense que c'est très important qu'on fasse le lien entre eux, tous les médecins, ce qu'ils font avec les familles, détecter les familles, et aussi cataloguer les mutations, et commencer le travail de comprendre quels peuvent être les effets de les mutations sur la fonction de la protéine, et qu'on collabore ensemble avec nous, où on a plus une expertise moléculaire. Et c'est ça qui fonctionne aujourd'hui en science, c'est la mise en synergie des différentes expertises, et voilà. Et je vous remercie, et j'ai juste une dernière diapo pour remercier toutes les personnes qui travaillent avec moi, et donc évidemment toute l'équipe à Lille. On a à peu près 5 ou 6 personnes, plus tous les collaborateurs. Et là, vous ne le voyez pas bien, mais ce qui est représenté derrière les photos de tous les collaborateurs, c'est une impression 3D du complexe de préinitiation de la transcription. Donc on revoit, là c'est le médiateur, là vous avez le médiateur qui est tout au-dessus. Là, c'est l'ARN polymérase, plus ses partenaires. Donc, on peut s'amuser aussi au laboratoire à imprimer en 3D. Et je vous remercie pour votre attention, et si vous avez des questions. On va prendre une question. Si vous en avez d'autres, vous pouvez les écrire dans le petit livret qui est dans votre programme aussi, et on les transmettra dans un second temps. Désolé pour le micro. Vous avez distingué le module MED13 et MED13L. Est-ce que vous pouvez nous... Non, je ne l'ai pas distingué, mais je pense qu'on n'en a pas parlé. En fait, il y a deux gènes. En fait. Donc, soit, en fait, il n'y a pas de compensation, c'est le premier message. C'est-à-dire que soit on a le module qui est avec MED12, MED13, soit il y a le module avec MED13L et MED12L, qui sont en fait deux gènes différents, mais qui sont exactement qui font deux modules kinases. Et le fait qu'on ait un phénotype pour les mutations MED13L, ça veut dire que avec MED13L, il y a certainement un rôle très très spécifique, unique à MED13L, puisqu'on pourrait imaginer que comme on a deux gènes qui font partie d'un même complexe, même deux gènes différents, donc pas complètement conservés, que la mutation sur MED13L pourrait être compensée par MED13. Mais ça veut dire que dans ce cas-là, MED13 qui ne peut pas compenser quand MED13L est muté, ce qui veut dire qu'il y a clairement, c'est ce que font les médecins, d'essayer de comprendre aussi
là, quelle est la spécificité à un moment dans le développement de cette sous-unité MED13L, puisque MED13, qui est son petit frère, peut pas compenser les mutations. Finalement, ce sont des faux jumeaux. Ce sont des faux jumeaux, voilà, c'est ça. Je sais pas si oui. Mais on pourrait penser que avec deux gènes dans le même complexe, avec quelques différences de séquences, mais que l'un pourrait compenser l'autre quand il y en a un qui fonctionne pas, mais là c'est pas le cas pour les mutations de MED13L. Donc il y a aussi un rôle. Voilà, on a un autre niveau de complexité. Comment s'associe le complexe, brique par brique, MED13, MED13L, donc deux gènes différents mais qui forment un complexe équivalent, mais qui n'ont pas la même fonction tout le temps. Donc on se rajoute des problèmes. Merci.